Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, mon cœur deviendrait lourd comme une pierre. Je n'aurais jamais cru qu'un simple regard sur le sac de ma femme m'apporterait plus de douleur que n'importe quelle infidélité dont j'avais pu entendre parler. Tout a commencé de manière si banale que cela en paraissait presque ridicule. Ce jour-là, je suis rentré à la maison un peu plus tôt que d'habitude. Alice et moi étions mariés depuis déjà 6 ans. Nous avions un appartement chaleureux, ici, à Paris. L'odeur du café fraîchement moulu le matin, ses petites habitudes bienveillantes, tout cela créait l'illusion de vivre dans un monde en parfaite sécurité. Mais je me trompais. Quand je suis entré, il n'y avait personne à la maison. Sa tasse était posée sur la table, 2 ou 3 assiettes traînaient dans l'évier, et son sac reposait sur le canapé. Je voulais simplement y prendre son portefeuille, pour payer une livraison. Mais ma main a heurté quelque chose de lourd, de métallique. Ce fut un instant étrange, comme si la réalité venait de se fissurer. J'ai sorti l'objet, et je me suis figé. L'éclat froid de l'acier inoxydable m'a frappé les yeux. C'étaient des menottes. Au début, j'ai souri. Était-ce un cadeau? Une blague, peut-être. Un nouvel accessoire de mode. Mais ensuite, j'ai vu les lettres gravées, un D et un A. Mon souffle s'est coupé. Le A, pour Alice, ma femme. Le D, pour Daniel, mon meilleur ami. C'était l'homme qui s'était tenu à mes côtés lors de notre mariage, celui qui nous avait aidés à déménager, celui qui connaissait toutes mes faiblesses. Je me suis laissé tomber sur une chaise, tenant ces menottes entre mes mains, comme la pièce à conviction d'un véritable cauchemar. À l'intérieur de moi, tout bouillonnait, la colère, la douleur, l'incompréhension. J'essayais de trouver une explication logique. Mais, plus je regardais ce métal froid, plus je comprenais avec clarté que ce n'était pas une erreur, c'était un signe. Ma mémoire s'est mise en marche, comme un mécanisme implacable, faisant remonter à la surface des détails enfouis, auxquels je n'avais jamais prêté attention. Je me suis souvenu comment, quelques semaines plus tôt, Alice riait en envoyant des messages sur son téléphone. Et quand je m'étais approché, elle avait brusquement retourné l'écran. Je me suis rappelé de ce jour où Daniel était arrivé beaucoup trop tôt pour le dîner, et où elle lui avait ouvert la porte en peignoir. Je me suis souvenu, aussi, qu'elle commençait à rentrer plus tard du travail, alors que ses services se terminaient à 20h. Au début, je refusais d'y croire. J'ai même ri, d'un rire stupide, empli d'amertume. Non, c'était impossible. Ce n'était qu'une simple coïncidence. Oui, cela pouvait appartenir à n'importe qui. Mais mon cœur, lui, connaissait déjà la vérité. Il battait si fort, qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Je me suis assis sur le canapé, j'ai fixé le mur, et j'ai senti une vague de colère monter lentement des profondeurs de mon être. Elle était brûlante, mais d'un calme étrange. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je ne l'ai pas appelé. Je suis simplement resté assis, à écouter ma vie s'effondrer en silence. J'ai pensé à tout ce que nous avions construit ensemble, à la façon dont elle disait que j'étais son foyer. Et maintenant, il s'avérait que ce foyer, pour elle, n'était qu'un refuge temporaire. Il s'est écoulé, sans doute, une bonne demi-heure, avant que je ne me lève. J'ai soigneusement remis les menottes dans le sac, comme si j'avais peur de réveiller la bête qui sommeillait en moi. J'avais envie de partir, de disparaître. Mais, à l'intérieur, une voix me chuchotait, « Non, tu ne peux pas simplement les laisser se moquer de toi. Tu dois leur montrer qu'on ne joue pas avec toi. » Je suis allé dans la cuisine, et je me suis servi un verre de whisky. L'alcool m'a brûlé la gorge, mais je me suis senti un peu mieux. Dehors, la nuit tombait déjà. Le silence régnait dans la pièce, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge murale, qui égrenait les dernières secondes de mon ancienne vie. À cet instant, j'ai compris que l'amour qui nous unissait n'était pas mort aujourd'hui. Il était mort bien avant. C'est juste que, pendant trop longtemps, j'avais refusé de voir son cadavre. Je me suis souvenu d'une phrase que Daniel m'avait dite un jour. Il m'avait conseillé, si jamais tu sens qu'on te trompe, ne te précipite pas pour agir. Observe d'abord, et frappe ensuite. À l'époque, j'avais ri, sans savoir qu'un jour, j'utiliserais son propre conseil contre lui. Je me suis approché de la fenêtre. Dans la rue, les phares des voitures défilaient, la vie suivait son cours. Mais à l'intérieur de moi,
une toute autre vie avait commencé, sombre, froide, mais incroyablement claire, dépourvue de toute illusion. Je n'étais plus un mari naïf. J'étais devenu un observateur, un témoin, et un juge. Mon téléphone a vibré. Un message d'Alice, mon chéri, je vais rentrer tard. Nous avons une réunion, ne m'attends pas pour le dîner. Suivi d'un petit cœur rouge. À la fin du message, cet emoji a eu l'effet d'un poignard planté dans mon cœur. J'ai regardé l'écran, et j'ai souri. D'accord ma chérie, passe une bonne soirée, ai-je écrit en retour. Ma main tremblait, non pas de douleur, mais de détermination. J'ai compris que je ne laisserai plus personne me manipuler. Je ne permettrai plus qu'on se moque de moi en secret. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à chercher des informations sur le mécanisme des serrures de menottes. Je voulais savoir quelle force était nécessaire pour remplacer une clé, comment en fabriquer une copie identique, et où acheter un double précis. Pendant que la page chargeait, j'ai jeté un coup d'œil à la photo accrochée au mur. Alice et moi, rayonnant de bonheur, le jour de notre mariage. Ses yeux brillaient. Elle me tenait la main. Maintenant, je le savais, la femme sur cette photo était morte. Il n'en restait qu'une coquille vide. Celle qui mentait, qui souriait, et qui transportait le symbole de sa trahison dans son sac à main. J'ai rangé la photo dans un tiroir. Qu'elle y reste, comme un simple rappel. À la tombée de la nuit, ma décision était prise. Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre, mais je savais que ce serait silencieux, précis, et qu'elle ne l'oublierait jamais. Pendant que je m'allongeais dans mon lit, les menottes reposaient sur la table de chevet, brillantes, froides, tout comme la vérité. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai simplement attendu le matin, j'ai attendu le moment où ma douleur se transformerait en force. Et quand ce moment arriverait, je serais prêt. Elle m'a dit que, ce soir-là, elle retrouverait une amie. Je l'écoutais, comme si sa voix me parvenait à travers une vitre épaisse. C'était une voix familière, mais totalement vide. Elle utilisait les mots habituels, avec des intonations chaleureuses, et ce même sourire, qui n'avait pourtant plus aucune âme. Je l'ai embrassée sur la joue, j'ai joué le rôle du mari attentionné, et j'ai prononcé la phrase de circonstance, « Passe une bonne soirée ». Elle a souri, sans même croiser mon regard, et elle est partie. La porte s'est refermée. Et avec ce bruit sec, quelque chose s'est définitivement brisé dans ma poitrine. Après son départ, un silence absolu a envahi l'appartement. Un silence si pesant, que j'ai d'abord cru qu'il ne s'était rien passé du tout. Mais sur la table de chevet, il y avait ces menottes, froides, brillantes, avec cette gravure qui me déchirait désormais l'âme. Je les ai prises entre mes mains, comme on tient la preuve d'un crime, et tout s'est tu à l'intérieur de moi, comme dans la seconde qui précède un coup de feu. Je le savais, céder à l'impulsion d'une vengeance immédiate serait à la fois destructeur et impitoyable. Mais je savais aussi, que j'avais l'opportunité de faire les choses autrement. De manière silencieuse, précise, sans le moindre éclat, pour que leurs cris ne masquent pas le sens de ma démarche. Je n'avais pas l'intention de briser leur vie pour toujours. Je ne voulais ni effusion de sang, ni humiliation publique. Mon objectif était bien plus subtil. Je voulais les forcer à ressentir ce que l'on éprouve, lorsqu'on se découvre pris au piège. Je voulais qu'ils goûtent à l'impuissance, à la trahison, à la peur pour leur propre corps et leur propre esprit. Je voulais qu'ils comprennent le prix de ce qu'ils m'avaient fait, et que cette prise de conscience empoisonne chacun de leurs jours. Je voulais leur laisser un souvenir impossible à effacer. J'ai sorti mes outils du tiroir. Il me fallait un minimum de précision. Mon âme d'ingénieur m'interdisait de simplement casser la serrure. J'ai minutieusement inspecté les menottes. Le mécanisme était simple, mais astucieux. Un petit cylindre, une fine encoche, et une clé à la forme bien spécifique. Mes doigts tremblaient, mais mon esprit, lui, fonctionnait avec une froideur implacable. J'ai noté les dimensions, j'ai pris quelques photos en gros plan pour garder une trace. Je n'avais besoin d'aucun témoin, hormis moi-même et ma propre détermination. Puis, j'ai pris ma décision. Au lieu de falsifier la clé ou de laisser des preuves évidentes, j'allais remplacer l'original par une contrefaçon. Une imitation presque parfaite, visuellement indiscernable, mais comportant un minuscule défaut, qui la rendrait totalement inutile au moment critique. Une clé qui aurait l'apparence du salut, mais qui, en réalité, ne serait qu'un piège.
Je ne voulais pas infliger de douleur physique. Je voulais simplement les priver de leur assurance, de leur liberté, et de leur contrôle. Le tout, pendant un laps de temps suffisant, pour que la panique s'installe en eux et ne les quitte plus. Trouver une fausse clé s'est avéré plus facile que je ne l'aurais cru. J'ai passé quelques coups de téléphone à des vendeurs spécialisés, j'ai fourni des explications vagues, et j'ai commandé les pièces, en prenant soin de ne laisser aucune trace. Pendant que la commande était en route, j'étudiais les scénarios de leur rencontre furtive. Je me demandais où ils pouvaient aller, comment ils agissaient, quelles phrases ils prononçaient pour ne pas se trahir. Mon imagination travaillait, à la manière d'un réalisateur de cinéma. Les scènes s'enchaînaient dans ma tête, son rire à elle, les caresses de Daniel, leur regard complice. Je les imaginais dans l'appartement de Daniel. J'entendais leurs murmures, je les voyais accueillir la nuit avec insouciance, persuadés de tout maîtriser. Lorsque la fausse clé a été livrée, je l'ai tenue au creux de ma main. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, d'un sourire silencieux, presque chirurgical. Elle était fabriquée avec une grande maîtrise. De l'extérieur, c'était le même métal, la même longueur, les mêmes crans. Mais à l'intérieur, la découpe était légèrement différente, dotée d'une minuscule courbure, conçue pour briser tout espoir au moment le plus crucial. J'ai posé la clé originale sur le bord de la table de chevet, j'ai pris une lampe de poche, et, tel un horloger penché sur son ouvrage, j'ai consacré quelques minutes à cette action si simple, qui allait pourtant changer le cours de leur vie. Mon cœur ne s'emballait pas. Il battait de façon régulière, tranchant comme une lame. Je ne voulais pas qu'il sache. Mon plan ne se limitait pas à remplacer cette clé. Je voulais observer. Je voulais être le témoin direct de l'instant précis où leur arrogance fondrait, pour se transformer en un désespoir total. Dans ce but, j'avais préparé une petite caméra électronique. Elle était discrète, bon marché, mais largement suffisante pour capturer leur réaction. Je l'avais réglée pour qu'elle filme la porte d'entrée et le canapé. C'est dans cet espace que les gens baissent généralement la garde. J'avais tracé le chemin vers leur crise de panique, avec la même minutie qu'un jardinier qui dessine une allée vers ses fleurs, en silence, et avec méthode. La nuit m'a paru plus longue que d'ordinaire. Je repassais mentalement chaque détail en revue. Je revoyais comment elle préparait son sac, sur quelle épaule elle le portait, et dans quelle poche elle glissait ses clés. Je savais qu'il ne leur manquait qu'un seul geste, un simple clic, et leur petit monde confortable disparaîtrait. Mais j'avais aussi conscience qu'ils auraient probablement une chance de s'en sortir. Ils allaient paniquer, chercher, passer des appels. Et je voulais leur laisser cette chance. Je voulais leur offrir ce petit espace, pour comprendre et admettre leurs fautes. Je désirais qu'ils entendent leurs propres cris. Non pas pour m'en réjouir, mais pour qu'ils réalisent enfin ce que cela fait, d'être pris au piège de ses propres mensonges. Le soir venu, j'ai de nouveau joué mon rôle. D'un air calme, légèrement fatigué, et volontairement distrait, j'ai déposé leurs menottes bien en vue, mais cette fois-ci, avec la fausse clé à l'intérieur du sac, comme si j'avais accidentellement oublié de la retirer. Ensuite, je suis sorti sur le balcon, j'ai ouvert une bouteille de vin, et je me suis installé de manière à tout entendre, sans jamais intervenir. Je voulais que leur monde s'écroule de lui-même, sans aucune action directe de ma part. Le silence environnant était devenu mon complice. Quand la porte d'entrée en bas s'est fermée, et que le bruit de ses pas s'est évanoui dans le couloir, mon rythme cardiaque n'a pas accéléré. Cela m'a simplement rappelé que j'avais fait un choix, et que ce choix allait maintenant porter ses fruits. Je n'éprouvais aucun sentiment de triomphe, seulement une clarté froide et lucide. Je le savais bien, la vengeance ne se crie pas, elle s'enseigne. Et j'étais prêt à leur donner une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieraient pas de sitôt. La nuit était épaisse, sombre comme de la poix, mais l'écran de mon téléphone, posé sur la table de chevet, diffusait une lueur bleue et glaciale. J'étais assis dans le noir, le regard fixé sur ces visages, qui représentaient autrefois tout mon univers. Le visage d'Alice, et, tout près du sien, celui de Daniel, tous deux déformés par la pénombre. Leurs regards s'agitaient, leurs lèvres se murmuraient des mots, qui, autrefois, auraient résonné comme des promesses. Mais aujourd'hui, ces mots sonnaient comme une condamnation. Je n'étais pas pressé. Toute ma tension accumulée s'était finalement condensée en une seule et unique résolution, regarder, sans jamais intervenir. Dans les premières secondes, j'ai cru qu'ils n'avaient pas remarqué la substitution.
Il y a d'abord eu des rires, étouffés, nerveux, comme si deux acteurs jouaient une scène de théâtre. Puis, les rires se sont faits plus forts, leurs lèvres ont tremblé, et, la minute suivante, les premières secousses et les premières tentatives pour se libérer ont commencé. Mon cœur a fait un bond, mais je ne me suis pas précipité sur mon téléphone. Je comprenais que, si j'intervenais, toute la scène se transformerait en un mauvais spectacle, rempli d'émotions feintes. Or, moi, j'avais besoin de la vérité, avec ses notes brutes et sans filtre, de peur et de vide absolu. Leur panique s'est installée de façon graduelle, semblable à la chute des températures qui annonce une tempête. Ils frappaient contre les meubles, ils s'appelaient par leur prénom, ils cherchaient la clé. Au début avec patience, puis, très vite, avec une terreur grandissante. À chaque minute qui passait, une nouvelle intonation apparaissait dans leur voix. Des excuses, prononcées beaucoup trop tard. Des serments, qui n'avaient plus aucune valeur. Des supplications, où perçait l'énergie du désespoir. J'avais l'impression d'observer deux inconnus. Deux personnes qui, plongées dans l'obscurité, subissaient moins une contrainte physique, que l'effondrement total de leur vie et de leur certitude passée. J'ai entendu Alice pleurer. Ce n'étaient pas les pleurs doux et étouffés que je connaissais, ceux des premières années de notre mariage. C'était un son aigu, bref, et profondément désespéré, un cri qui vous glace le sang. Dans le son de sa voix, je pouvais percevoir des questions, adressées à moi, au monde entier, et peut-être même à elle-même. Pourquoi? Comment cela avait-il pu arriver? Daniel tentait de la rassurer, mais sa propre voix tremblait, et, seconde après seconde, ses gestes devenaient de plus en plus vains et inutiles. J'aurais très bien pu appeler. J'aurais pu tout leur expliquer, rendre la clé, leur annoncer que la leçon était terminée et que le jeu prenait fin. Mais je ne l'ai pas fait. Mon désir de les punir ne s'était pas évanoui. Il s'était simplement mué en autre chose. Un besoin viscéral de voir leurs cris et leur terreur s'imprimer en eux. Non pas comme un simple châtiment temporaire, mais comme une cicatrice indélébile. Je voulais qu'ils ressassent indéfiniment la même pensée, nous avons nous-mêmes choisi ce destin. Que cette idée les ronge, qu'elle devienne leur ombre perpétuelle. Puis, un moment étrange est survenu, un instant où un immense vide m'a soudainement envahi. Je contemplais leur panique, et j'ai senti qu'une partie de moi, celle où résidait autrefois ma rage, venait de se vider totalement. C'était une sensation troublante, un mélange de libération et de perte. Comme si j'avais lâché un poids énorme, tout en arrachant un morceau de ma propre âme. Je me suis souvenu de nos longues conversations, de nos projets d'avenir. De la façon dont nous rêvions d'avoir des enfants, de cette petite maison au bord de la mer. Tout cela me semblait désormais appartenir à une autre vie, une époque révolue qui ne reviendrait jamais. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. C'étaient des pas étrangers, des invités imprévus. Peut-être que quelqu'un était venu à leur secours. Peut-être avait-il réussi à appeler de l'aide avec un téléphone. Dès lors, les événements se sont précipités. Dans la pièce où ils se trouvaient, de nouvelles voix ont retenti, accompagnées de bruits de pas et de mains secourables. La panique a rapidement laissé place à la confusion. Et puis, comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière dans une salle obscure, un peu de clarté est revenue. J'observais les gens s'agiter autour d'eux. Quelqu'un appelait les urgences médicales, un autre essayait de comprendre la situation. Ce n'étaient pas mes mains, ce n'était pas mon intervention. C'était le monde extérieur, qui restaurait l'ordre naturel des choses. Mais désormais, ce monde mettait en scène de nouvelles figures, et de nouveaux visages occupaient le premier plan de leur nouvelle réalité. Lorsque les cris se sont apaisés, et que l'atmosphère de la pièce a pris la lourdeur d'un petit matin précédant un orage, j'ai senti remonter en moi un sentiment familier. Ce n'était pas de la légèreté, mais plutôt un triomphe amer et creux. J'ai éteint l'écran de mon téléphone, je l'ai porté à mes lèvres, et j'ai chuchoté des mots, qui sonnaient à la fois comme une sentence, et comme un adieu final, vivez donc avec ça. Je ne leur souhaitais pas la mort. Je n'avais aucune envie de les voir briser pour l'éternité. Je voulais seulement qu'ils s'en souviennent. Je voulais que, chaque fois que l'envie leur prendrait de tromper quelqu'un d'autre avec légèreté, l'image de leur propre vulnérabilité se dresse devant eux. Le matin s'est levé, apportant avec lui un silence étrange. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté l'appartement, l'air de rien, comme si je partais travailler. Discrètement, avec précaution, pour que personne ne remarque mon départ.
Je me suis installé au volant de ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné de ces rues parisiennes, de ces immeubles, fuyant tous ces souvenirs. Sur la route, je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne. Je me contentais de regarder par la fenêtre, en me demandant ce que l'avenir me réservait. Ils allaient probablement rester ensemble, et tenter de recoller les morceaux de leur relation, en établissant de nouvelles règles. Ou alors, ils allaient se séparer, et continuer à vivre avec ce poids sur le cœur. Peu m'importait. Mon objectif était atteint. Ils avaient payé le prix fort, pour leurs mensonges. Mais au fond de moi, je savais que ce prix ne me laverait pas de mes propres fautes. La vengeance n'est pas un remède, et elle n'efface jamais le passé. Elle laisse simplement des marques indélébiles, sur l'âme de ceux qui la commettent. Pendant mon trajet, les souvenirs de ces nuits où nous rions aux larmes me sont revenus en mémoire. Ces minuscules détails, qui rendent la vie si humaine, si chaleureuse. Je repensais à la mince frontière qui sépare la justice de la cruauté, et à la facilité avec laquelle on peut la franchir. À présent, j'étais moi aussi un homme avec une tache sombre sur la conscience. Je me suis arrêté près d'un pont, je suis descendu de la voiture, et j'ai longuement contemplé les eaux de la Seine. Le fleuve s'écoulait, indifférent à nos douleurs et à nos erreurs. Dans son reflet, j'ai aperçu mon propre visage. Il était calme, fatigué, presque étranger. Je savais pertinemment qu'il n'y avait aucun retour en arrière possible. L'acte était accompli, ses conséquences étaient inévitables, et totalement irréversibles. Mais je savais également, que je devrais désormais vivre avec le poids de mes actes. Non pas comme un vainqueur, mais comme un homme mis à l'épreuve. La vengeance m'avait offert un soulagement de courte durée, mais elle ne m'avait pas rendu ma capacité à faire confiance. C'était peut-être là, la plus grande des leçons. La vengeance ne ramène jamais ce que l'on a perdu. Elle ne fait que transformer, à jamais, ceux qui l'ont accompli.